Et salut, on se retrouve pour un nouveau chapitre du bouquin Les Irresponsables de Johann Chaput. Cette fois-ci, on va parler du chapitre 7, mais vous comptez gouverner comment? Dans les deux précédents chapitres, on a parlé du gouvernement Franz von Papen, sa composition et son idéologie, comment il se construit et comment il se théorise. Dans ce chapitre, on va parler de les premiers mois, très courts, de sa nomination et qu'est-ce qui va se passer en Allemagne à ce moment-là. Dans un premier temps, on va regarder qu'est-ce qui se passe du côté des nazis, c'est-à-dire quelle est la perception des nazis des événements. En particulier, on va s'appuyer sur le journal de Goebbels, puisque c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup, et en particulier sur ce qu'il pensait de la vie politique, ce qu'il pensait de sa vie personnelle, etc. Et ce qu'il nous dit, c'est que à la suite des élections législatives du 31 juillet 1932, c'est un échec total pour le gouvernement, puisque effectivement le gouvernement arrive en place, fait une dissolution et donne aux nazis, comme on a pu en parler dans le chapitre précédent, l'opportunité de faire énormément de propagande, de faire énormément d'agitation politique, ce qui va leur être favorable pendant les élections. Mais en réalité, quand on regarde ce que dit Goebbels, il dit « les résultats sont tombés, on a progressé d'une broutille ». Et effectivement, si on regarde dans le détail, alors le Parlement il est composé à près d'un tiers de parlementaires nazis, on a progressé de plus 110%, alors c'est effectivement pas une broutille. En revanche, si on compare aux élections présidentielles qui ont eu lieu un peu plus tôt, qui opposaient donc Hitler à Hindenburg, on se rend compte qu'effectivement, là, le gain, il est vraiment très très léger, et là, c'est un peu plus compliqué de voir une vraie avancée de la part des nazis. C'est selon une formule qu'il affectionne à gerber, Zumkotzen, comme ça vous pouvez savoir dire à gerber en allemand. Car le marxisme, lui, a beaucoup gagné. Donc ce que nous dit Goebbels, c'est que ils sont quand même plutôt inquiets parce que les nazis, dans leur stratégie électorale, atteignent comme un plafond de verre et savent pas trop comment ils vont pouvoir passer à travers. Et est-ce que vraiment ils vont pouvoir l'emporter électoralement? Est-ce qu'ils sont pas juste sur un plateau et qu'ils sont au max de ce qu'ils pourront faire? Tandis que de leur côté, les marxistes, donc on y inclut le SPD, le KPD, enfin tout ce qui ressemble un tout petit peu à de la gauche, parce que bon, la gauche du point de vue des nazis, ça va aller large, on s'en doute. Eh bien, ces marxistes-là, ils auraient progressé, alors, dans les faits, ils n'ont pas progressé beaucoup plus, mais ils ont progressé effectivement un peu plus. Globalement, ils sont quand même satisfaits parce que, dans ce moment-là, les nazis sont très contents d'être la première force parlementaire, donc au Reichstag, et estiment que, selon l'usage, le président va appeler à la chancellerie quelqu'un du rang des nazis, donc a priori, on parle d'Hitler en l'occurrence. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, c'est pas ça qui se passe depuis qu'on a basculé dans ce régime présidentiel où on a décidé de réinterpréter la Constitution à droite à gauche et de changer un peu et de justifier en disant oui, alors c'est le président qui décide et après, le gouvernement peut être renversé par le Parlement, mais en réalité, on va pas se soucier de l'équilibre parlementaire quand on va nommer un chancelier. Un peu ce qu'on a vécu en France avec Macron qui nous nomme Barnier, Bayrou, etc. Le 7 août, Hitler rencontre Schleicher, toujours l'artisan des combines et des combinaisons, pour lui présenter nos exigences, car le NSDAP, premier parti au Reichstag désormais, doit être appelé en bonne logique parlementaire, celle de la Constitution de 1919 et de la pratique institutionnelle jusqu'en mars-juillet 1930. Au gouvernement, Frick à l'intérieur, Göring à l'aviation, Strasser au travail, Goebbels à l'éducation et Hitler chancelier. Donc tout le pouvoir ou rien. C'est comme ça qu'on ne va pas mégoter. Il croit que les barons vont céder, et le vieux. Les barons du gouvernement sont des mous aux yeux de Goebbels et d'Hitler. Mais depuis 1930 et l'inauguration d'une pratique présidentielle du pouvoir, tout dépend en effet du vieux. Alors le vieux, on rappelle, c'est le président Hindenburg, qui, dans cette nouvelle pratique présidentielle, peut nommer qui ça lui chante chancelier, et la question se pose plutôt de savoir à quel point ce gouvernement va tenir ou ne va pas tenir, plutôt que de vraiment dire il y a une responsabilité du président à nommer quelqu'un qui serait issu de la majorité du Parlement. Et globalement, dans ce contexte-là, Goebbels masque pas du tout son émotion, confie sentir qu'ils sont aux portes du pouvoir. On avance dans le temps et on se retrouve au 11 août où les nazis sont très optimistes parce que c'est la fête de la Constitution de Weimar, et à cette occasion il y a Goebbels qui note notamment
c'est la dernière, laissons-leur cette petite joie. Donc ils sont vraiment dans l'idée de se dire, bon bah voilà, on arrive, on va être accueillis au pouvoir, on va avoir Hitler nommé chancelier, on va prendre le pouvoir, on va abolir la constitution, on va pouvoir faire avancer nos idées, et bah c'est super, c'est cool, grosse ambiance. Mais cette ambiance de fête pour les nazis, elle va être un peu gâchée par un informant qui va leur dire que bah, le gouvernement veut négocier de manière un peu plus dure que prévu, et grosso modo que bah, il n'est pas question de donner la chancellerie à Hitler. Goebbels note dans son journal: si on ne nous donne pas tous les pouvoirs pour régler son compte au marxisme, notre prise de pouvoir n'a aucun sens. Dans un régime ultra-présidentiel, comme la pratique institutionnelle en a décidé depuis 1930, tout dépend des calculs et options du gouvernement et du président qui le maintient en vie par sa signature. La collaboration entre Papen et Hindenburg est, à cet égard, exemplaire de confiance et de fluidité, assurant régulièrement au chancelier l'obtention d'ordonnances blanches que le président du Reich signe à Neudeck lors des visites de celui qui est en quelques semaines devenu son favori. Donc grosso modo, ce qu'on se dit, c'est que au final, le président peut nommer, renommer, et 15 fois de suite le même chancelier. De toute façon, ça change pas grand-chose. C'est au final lui qui a le pouvoir de décider qui est au gouvernement, et d'autant plus avec l'usage de l'article 48.2, qui est l'équivalent de notre 49.3 dans la 5e République française. Il est possible de faire passer des lois en force, etc. Et ce qu'on raconte, c'est que bah ils ont même pris cette habitude de... Alors, le président doit signer un décret en disant bon bah voilà, j'autorise le gouvernement à utiliser l'article 48.2 de la Constitution pour passer en force, machin chose, etc. Tout en laissant la possibilité au Parlement de censurer ce gouvernement. Mais dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'on en a pire que ça, c'est-à-dire que le président est dans une posture où il va signer ses ordonnances blanches pour que le Premier ministre puisse, donc le chancelier, pardon, puisse lui-même dire bon ben voilà, j'en ai besoin à tel moment, et donc il a son petit stock d'avance pour lui dire bon voilà, t'as le droit de faire tes passages en force pour ça, enfin tu fais bien comme tu veux, en fait c'est écrit en blanc, donc tu remplis ce que tu veux à l'intérieur, quoi. Et donc ce qui va se passer en réalité, c'est que l'ambition, comme on l'a dit, du gouvernement Franz von Papen, elle n'est pas de juste chauffer la place en attendant que les nazis arrivent. Et elle est de garder le pouvoir, de le pratiquer, et de le pratiquer de la manière dont il a été théorisé, comme on l'a décrit dans le chapitre précédent. Donc maintenant, si on revient un tout petit peu en arrière et qu'on relie alors ces mêmes événements, enfin cette même temporalité, mais du point de vue du gouvernement, ce qui se passe, c'est que le gouvernement, lui, se réunit le 10 août, et à cette occasion, il discute de comment garder le pouvoir. Parce que, effectivement, ils sont pas en position de force à l'Assemblée, et il faut se poser la question de comment ils vont réussir à passer leurs lois, comment ils vont réussir à faire les choses. D'autre part, le SPD n'est plus là pour avoir sa pratique politique de tolérance, donc ils ont bien conscience que s'ils forcent les lois en utilisant le 48.2, ils vont se retrouver à devoir trouver des alternatives, soit trouver une majorité à l'Assemblée, soit trouver une manière de contourner le Parlement. Mais ils discutent pas que de ça, ils discutent aussi d'affaires politiques pressantes. Et notamment, dans ces affaires politiques pressantes, il y a les violences qui se déroulent en Allemagne, parce que après avoir relégalisé les milices fascistes de la SA et de la SS, il n'y a pas vraiment de doute sur le fait que ça cause des violences dans la vie des gens en Allemagne, et ça cause des problèmes d'ordre politique assez importants. La vague de terreur politique, car les actes de violence et les meurtres n'ont pas cessé avec les élections, le score des nazis ayant donné au SA et au SS un sentiment de puissance et d'immunité inédit, conjoint à une exaspération, voire une rage, de ne pas voir Hitler appelé à diriger le gouvernement. Les nazis fulminent, ils se sont astreints au légalisme depuis le fiasco sanglant du putsch de 1923, et voilà que c'est le pouvoir qui ne respecte plus la légalité. La logique institutionnelle d'un régime parlementaire commande d'appeler le chef du parti ou de la coalition majoritaire au pouvoir, quitte à ce que le Parlement refuse la confiance. Mais depuis mars 1930, la pratique constitutionnelle est présidentielle, et Hindenburg, désormais habitué à choisir son chancelier comme il l'entend, et sans tenir compte des partis, répugne à nommer Hitler. Et donc, effectivement, on se retrouve avec un parti qui est
qui a commencé par une tentative de putsch, hein, donc, et puis alors on parle du parti nazi, qui a tenté un putsch, qui a raté en Bavière, et puis qui finalement se dit bon bah voilà, on va tenter une stratégie électorale, et qui se rend compte que bah mais merde, maintenant c'est le gouvernement qui respecte plus la Constitution, bah comment on fait et donc on est face à des gens qui n'ont pas peur de déborder hein, les règles institutionnelles, les règles classiques, en particulier par le bas, c'est-à-dire en particulier dans les milices fascistes SA et SS, et donc qui vont causer particulièrement de violence en Allemagne. Donc ça c'est un sujet, mais le cœur de la discussion, c'est quand même de savoir comment ils vont réussir à garder le pouvoir au gouvernement, et ce malgré leur absence de pouvoir au Parlement en fait. Ce que propose le gouvernement, c'est de se mettre en formation de combat, et parce qu'en fait, eux, ils estiment, comme Brüning le faisait avant, hein, que en fait la crise économique va se résorber d'elle-même avec la politique américaine de relance et la politique allemande de relance, accompagnée d'une politique que eux vont vouloir mettre en place également de relance. Il est donc pour eux juste question de gagner du temps et pour récupérer l'approbation du peuple, parce qu'une fois que la crise économique va se calmer, les gens vont être un peu moins tendus sur la politique et vont se dire bon bah ok c'est bon, ça passe tranquille. Mais pour pouvoir gagner du temps, ils vont devoir, leur hypothèse, c'est prendre des libertés avec la Constitution. Leur idée, c'est de dire, bah, on n'a pas de majorité au Parlement, donc ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie le Parlement, on le dissout, et puis, normalement, on est censé organiser de nouvelles élections dans les 60 jours, mais bah là, ça nous emmerde, parce que le but, c'est quand même de gagner du temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas organiser d'élections dans les 60 jours, on va continuer à gouverner, et bah tant pis, en fait, les choses vont se passer comme ça, et on va voir ce qu'il en advient. Leur deuxième option, c'est de miser sur une coalition entre les nazis et eux, et donc de faire rentrer Hitler au gouvernement, sans pour autant lui donner le poste de chancelier. Parce que l'idée, c'est quand même de pas autoriser les nazis à exercer leur pouvoir et à pratiquer la politique qu'ils veulent pratiquer, mais juste de les acquérir à leur cause pour avoir leur voix au Parlement. Von Gale, qui est le ministre de l'Intérieur, il offre une analyse de la composition du Parlement qui est la plus précise, a priori, selon Chapoutot. Et globalement, il dit, bon bah voilà, on est face à un Parlement qui est divisé en 3 blocs. On a un bloc de gauche qui va être constitué à la fois du KPD et du SPD, où chacun des blocs sont à peu près d'un tiers. Hein. On a un bloc de droite et d'extrême droite, mais bon, globalement d'extrême droite, hein, puisqu'il est composé majoritairement des nazis, donc du NSDAP, et du DNVP, donc on rappelle le DNVP, le parti de Hugenberg, qui est d'extrême droite tout autant. Hein. Et puis il y a le bloc bourgeois centriste, qui est essentiellement, lui, constitué du Zentrum. Et à savoir qu'à ce stade, aucun de ces 3 groupes n'accorde sa confiance au gouvernement. À gauche, ils sont évidemment contre la politique économique et la pratique autoritaire du pouvoir. À l'extrême droite, on émet une critique populiste et raciste en disant que on est contre cette pratique autoritaire du pouvoir parce qu'elle va pas dans le sens de ce qu'on veut, même si bon, on n'a pas de problème avec l'autorité. Et puis au centre, on est d'accord avec la politique menée, mais on reste quand même globalement choqué par la manière dont Brüning s'est fait jeter, et donc on est quand même un peu choqué de les bonnes manières de gestion du pouvoir, c'est inadmissible, voyons, ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc, le recours à la force et au viol de la Constitution est ouvertement discuté en Conseil des ministres par le ministre de l'Intérieur lui-même, qui, escalitesse de ministre de la Constitution, doit tenir le lendemain un discours pour le jour de la Constitution. Cette fête du 11 août qui commémore la promulgation à Weimar de la loi fondamentale et fait office depuis 1919 de fête nationale. Gale estime que la situation économique ainsi que l'instabilité d'un attelage politique entre le NSDAP et le Zentrum, voué selon lui à l'échec, impose que le gouvernement s'accroche à son poste, ce qui implique de mener un combat à la vie et à la mort. En dernière analyse, on parle ici d'une révolution par le haut, une formule classique en Allemagne depuis les années 1807-1813 et les décennies de réaction postérieures à 1848, épisode résumé par une phrase fameuse de Bismarck,
qui indique que toute révolution en Allemagne est faite par les princes et les gouvernements, sans le peuple, voire contre le peuple. Le ministre de l'Intérieur défend ici ouvertement l'option du coup d'État, un putsch consistant à dissoudre à nouveau le Reichstag et reporter sin die les élections, car un nouveau scrutin aboutirait sans doute au même résultat que celui déploré par le gouvernement. Le gouvernement devra agir comme sa conscience le lui commande, ainsi que le bien du peuple. On entrera sans doute en conflit avec la Constitution, mais ce sera l'affaire du président du Reich, auquel il faudra poser la question pour savoir s'il est prêt à se rendre maître de la situation avec le cabinet actuel. Les différents ministres se montrent d'accord avec Schleicher et Gale. Une ligne de combat, une politique de relance économique, l'attente de résultats positifs. Papen résume les choses ainsi. Trouver une voie qui conserve le maximum de pouvoir au gouvernement actuel, dont la politique est la bonne, comme en témoigne le soutien de larges cercles informés, à une remarque ultime de son ministre de l'Intérieur qui souhaite répéter que confier la direction du gouvernement aux nazis ne doit être envisagé en aucun cas. Papen répond que les négociations à venir vont clarifier cette question. Et donc dans le gouvernement, on a d'un côté Von Gale qui est ministre de l'Intérieur qui dit il faut absolument faire un putsch et prendre le pouvoir par la force. Et de l'autre côté, le chancelier Franz von Papen qui dit bon bah d'abord on va déjà tenter de voir si on arrive à s'entendre avec les nazis. Et donc ce qui va être fait, c'est qu'on va tenter de s'entendre avec les nazis. Le 13 août, ça devient une date traumatique pour les nazis. Parce que c'est la date où Hitler va rencontrer le chancelier et le président pour négocier cette formation au gouvernement. À cette occasion, il lui sera proposé le poste de vice-chancelier, ce qui est évidemment pas ce qu'il attendait, puisque lui, ce qu'il voulait, c'était être chancelier. Suite à quoi le gouvernement fera une annonce mensongère en disant que le NSDAP a refusé toute participation au gouvernement puisqu'il réclamait tout le gouvernement et tout le pouvoir ou rien. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. À ce sujet, on parle de dépêche d'Ems en référence à une dépêche qui a permis de déclencher la guerre contre la France en 1870 par Bismarck. Cette technique de discréditer les nazis en faisant ça, elle est réellement orchestrée en avance. Et le gouvernement parle réellement de se dire ah ben on va faire le coup de la dépêche d'Ems aux nazis. Hitler et les nazis vont évidemment demander une rectification de ce communiqué, qui sera fait qu'à demi-mot, voire pas du tout en réalité, où ils vont pas réellement admettre que les nazis, on leur a pas réellement proposé d'avoir une voix dans le gouvernement, mais au contraire d'être juste la caution d'extrême droite du gouvernement. Comme s'il en fallait une. Et cette réunion, elle se passe globalement pas très bien. Le compte-rendu signé par Hitler, Frick et Röhm rapporte en effet un échange tendu entre Papen et Hitler. Hitler dit « Mais vous comptez gouverner comment? Est-ce que le gouvernement croit pouvoir gouverner avec le Reichstag ?» Franz von Papen lui répond « Le Reichstag, je m'étonne que vous, précisément vous, accordiez encore la moindre valeur au Reichstag. Je vais engager toute la puissance de l'État contre l'extrême gauche et contre l'extrême droite sans faire de différence. » Et le docteur Frick finit par dire « Monsieur le chancelier du Reich, vous voulez donc instaurer une dictature militaire sans soutien populaire ?» Et c'est notamment sur ces mots qu'on se dit que dans le bouquin, non, il n'y aura pas de gouvernement Hitler, en tout cas pas tout de suite. Entre Franz von Papen et donc le centre et les nazis. Donc le gouvernement finit par opter par la voie du putsch. Alors ce qui va se passer, c'est que ils vont prévoir de violer la Constitution comme c'était prévu et donc rester en place et gouverner par les articles 48.2. Ce viol explicite de l'article 25 repose sur une interprétation assez créative de l'article 42, qui fixe la formule du serment présidentiel. Lors de sa prise de fonction, le président du Reich jure en effet de consacrer ses forces au bien du peuple allemand et de le préserver de tout dommage. Le terme Schaden ressortissant au vocabulaire du risque naturel en premier lieu et désignant le préjudice, le dommage et le dégât, voire le malheur. Autrement dit, le serment de remplir avec conscience ses devoirs implique avant tout de protéger le peuple allemand, plus encore que de préserver la Constitution et les lois du Reich. En toute logique, les deux sont confondus, car la Constitution est censée avoir été écrite pour le bien du peuple allemand. Or, il avère que la Constitution n'a pas tout prévu. En l'espèce, une absence durable de coopération entre le législatif et l'exécutif, la décision de ne pas confier la chancellerie aux nazis, procède du devoir de protection du peuple. Les nazis, se révélant, en août,
plus encore qu'en juillet, des terroristes et des assassins. Aucune majorité positive et aucune majorité de tolérance ne se dessinant, on entre dans un territoire politique non cartographié et semble-t-il non normé. Grosso modo, l'argumentaire qui est déployé, c'est de dire que le président doit veiller au bien du peuple allemand, et comme le bien du peuple allemand ne serait pas respecté par la Constitution si on suivait les autres articles de la Constitution, on peut se prévaloir de contredire la Constitution au nom de la Constitution parce qu'on doit veiller au bien du peuple allemand. Et pour justifier tout ça, l'interprétation de la Constitution va être par le Staat Notstand, qui est une interprétation plutôt vague qui relève pas réellement d'un réel concept juridique. Le Notstand, c'est à savoir l'état d'urgence ou les droits d'exception. Et donc, cette idée de Staat Notstand, ça veut dire qu'on est dans un cas où le pouvoir politique, la Constitution, est impuissante et ne peut rien faire pour aider le pays. Un peu cette idée de dire « Ah, on est dans un état de blocage qui n'a pas été pensé pendant l'écriture de la Constitution ». Et donc, on peut rien en faire et on est obligé de travailler en dehors du cadre de la Constitution. Et c'est ce Staat Notstand qui définira donc cet état de détresse de l'État et que le gouvernement va argumenter auprès d'Hindenburg avec notamment Carl Schmitt qui va servir de caution légale, encore une fois, pour justifier les positions du gouvernement. Et puis, convaincu, le président va dire « Bon, très bien, on fait comme ça », et il donnera des ordonnances blanches à von Papen, encore une fois, pour que celui-ci puisse dissoudre le Reichstag et passer ses lois en force par 48-2. Ce qui nous amène à la séance inaugurale du Reichstag, donc à savoir le 30 août, qui est la première séance du Parlement. Alors, encore une fois, on va faire le parallèle avec nos institutions, mais c'est-à-dire que à la rentrée du Parlement, il y a une première séance où l'enjeu, c'est de d'élire le bureau politique du Parlement. Et donc, l'enjeu de cette séance-là est d'élire la présidence du Parlement. Ce Parlement, il se réunit sous la présidence de la personne la plus âgée, qui en l'occurrence est une députée communiste, et qui se finira donc sous la présidence d'un député nazi, Göring, qui sera élu pendant cette assemblée. Une communiste révolutionnaire cédant la présidence à un nazi, on est médusé par la scène et tenté d'y voir, dans un résumé saisissant, l'effondrement d'une démocratie. La dramaturgie du moment semble résumer ce qui fait office d'étiologie, voire de catéchisme. Les extrêmes qui s'unissent car ils se rejoignent dans leur commune hostilité à la démocratie se révèlent les fossoyeurs de Weimar. Donc il commence par un discours un peu centriste en disant les extrêmes, c'est eux qui font tomber la démocratie, etc. Puis il va retourner ce discours et expliquer qu'en réalité c'est pas du tout ça qui se passe. À ceci près que Göring est élu président du Reichstag par les voix cumulées des nazis et du Zentrum, ainsi que de quelques députés de droite. En aucun cas des communistes. À ceci près également que la situation du 30 août est due à une dissolution idiote et que le forçage du gouvernement coalise contre lui les mécontentements les plus divers, celui des nazis et des communistes, ne le cédant en rien à celui du Zentrum. Et donc globalement, ce qu'il en dit, c'est que même si en apparence on pourrait dire « Ah oui, la théorie du fer à cheval, les extrêmes se rejoignent », dans la réalité des faits, les communistes et même le SPD, si on a envie de parler de la gauche dans son ensemble, rejettent le gouvernement sur des arguments qui sont fondamentalement différents que ceux de l'extrême droite. Et globalement, si l'extrême droite arrive au pouvoir et est élue à la présidence de cette assemblée, c'est notamment avec les voix du Zentrum, donc parti centriste. Et donc d'ici à la première séance réelle du Parlement, c'est-à-dire la première séance où on va discuter des lois, des amendements, etc., le gouvernement Papen définit un plan de relance de l'économie qui a pour ambition de le faire passer sous l'article 48 alinéa 2, c'est-à-dire le faire passer en force ou alors risquer la censure du gouvernement. Bien évidemment, censure que le KPD va réclamer, c'est-à-dire que si le gouvernement propose son texte de loi avec le 48 alinéa 2, le KPD lui va dire très bien, on va faire un vote de censure au nom de l'article 48 alinéa 3.
Le DNVP et le DVP s'y opposent en disant non, non, mais nous, on va pas voter pour ça. Donc, on a un peu le même processus. Hein. Les partis vont s'exprimer les uns les autres pour dire bon, voilà, qu'est-ce qu'on pense de ci, qu'est-ce qu'on pense de ça. En réalité, le gouvernement Papen est pas vraiment effrayé puisqu'ils se tiennent, eux, de leur côté, prêts à se dire bah, au pire, on va dissoudre, etc. Et voilà. Et puis arrive le tour des nazis qui, eux, demandent une suspension de séance parce que, bon, bah, il faut demander l'avis du chef qui n'est pas député. Donc Hitler n'étant pas député, il demande une suspension de séance pour aller réclamer auprès d'Hitler de dire, bon, bah, voilà, on fait quoi qu'est-ce qu'on fait? On renverse le gouvernement, on le renverse pas. Ce à quoi Hitler va dire, va leur donner l'ordre de renverser le gouvernement. Et c'est en comprenant ça que le gouvernement, et en particulier Franz von Papen lui-même, hein, va un peu paniquer parce que bah, il avait pas anticipé ça aussi bien que ça et que le mec était tellement sûr de lui qu'il s'était pointé sans son ordonnance, sans son machin. Donc il envoie en urgence quelqu'un aller récupérer les documents dont il a besoin pour pouvoir dissoudre in extremis le Parlement avant d'être renversé. Ce qui va se passer dans les temps, mais il va se passer quelque chose d'assez improbable, mais en fait les nazis vont faire un tour de force, c'est-à-dire que quand la séance va reprendre, Von Papen sera présent avec son petit papier en disant voilà, on va dissoudre, etc. Il le pose sur le bureau du président de l'Assemblée, donc on rappelle Gröning. Sauf que Gröning, lui, il est d'avis que il va procéder au vote. Il va pas, comme ça devrait le faire, d'abord lire le papier du chancelier, il va pas d'abord effectuer la dissolution du Parlement, et donc il va passer au vote et il va voir qui vote pour la destitution de ce gouvernement. Le résultat du vote est une défaite inédite pour Papen, renversé par 512 voix contre 42. Tout le monde a voté la censure, à part les partis de droite, DNVP et DVP, entre parenthèses 47 sièges à eux deux. L'étendue de la catastrophe est résumée par un pourcentage. Le gouvernement est renversé par 92,5% des députés. S'ensuit immédiatement un débat sur la validité du vote, puisque effectivement on n'a pas respecté les règles du débat parlementaire, puisqu'on aurait déjà dû commencer par s'ouvrir sur quel est le papier qu'avait remis effectivement Franz von Papen au président du Parlement, etc. Et donc, in fine, ce qui se passera, c'est que le Parlement va être dissous, le gouvernement va rester en place, mais après un rejet aussi massif par le Parlement, ça devient compliqué de procéder du même argumentaire et de continuer sur cette ligne où on va dire bon on va contourner l'article 25 en disant qu'on fait ça pour le bien du peuple allemand, parce qu'on se retrouve quand même avec plus de 90% du Parlement qui a voté contre ce gouvernement. Et ça devient un peu plus compliqué de justifier cette ligne putschiste. Au point où, quand le gouvernement se réunit pour essayer de dire bon voilà, on a dissous le Parlement, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus que Von Gale qui reste droit sur sa ligne. Ah non, il faut qu'on pousse notre putsch jusqu'au bout. Et les autres ministres, eux, ils sont un peu trop frileux, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a un risque d'insurrection. Il y a d'énormes mouvements de violence en Allemagne, encore une fois, suite à l'autorisation des SA, des SS, et notamment parce que l'Allemagne, c'est un pays violent à cette époque, post-guerre, Première Guerre mondiale. Et donc, eux, pris de peur, ils disent non, on va changer d'approche, on va faire les choses différemment. Et c'est là-dessus qu'on va finir ce chapitre qui s'appelle « Mais vous comptez gouverner comment ?» Donc, effectivement, où on se rend compte que le gouvernement Franz von Papen imbu de cette pensée d'être sûr d'eux-mêmes et d'avoir la bonne politique et la bonne approche, etc., se retrouve quand même à laisser le Parlement s'exprimer sur la question en s'imaginant qu'ils vont pouvoir en tirer une certaine légitimité et ne pas le dissoudre dès le début. Mais en faisant ça, les nazis vont faire un coup de force qui va mettre en lumière à quel point ce gouvernement est profondément illégitime du point de vue du Parlement. On se retrouvera dans le prochain chapitre pour parler de la suite de comment ce gouvernement va quand même tenter de rester au pouvoir malgré tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir mon travail, soit en le partageant, soit en likant, et tout ça, les commentaires, machin chose, bidou.
Merci d'avoir regardé et puis à bientôt pour la prochaine.